y est, c'est la reprise. Attends, ouais, je vais peut-être faire juste une petite, je vais quand même juste faire une petite intro, dire bonne année aux gens. Normalement cette vidéo devrait sortir fin janvier. Première vidéo de 2022, bonne année à tous, tous mes vœux. À partir du 1er janvier, il restait 40 semaines avant Kona. Le compte à rebours est lancé. Je m'étais fixé comme objectif de me dire qu'à partir de 2022, dès le premier jour, on reprenait les choses de manière sérieuse. Et pour le moment, ça suit plutôt pas mal, hein. Là, sur les semaines de travail, je suis remonté à 17-18 heures par semaine et progressivement ça va venir augmenter aussi au fur et à mesure que les sorties longues vont commencer à s'allonger et on va faire une grosse saison au-dessus de 20 heures. Avant de commencer cette première vidéo de 2022, j'ai quelques petites annonces. Déjà, première annonce, merci à mon sponsor Campus.coach qui renouvelle pour 2022 son partenariat. Franchement, ça fait plaisir. Meilleure plateforme d'entraînement en course à pied de l'univers. Deuxièmement, vis-à-vis de mes courses, il y a eu quelques petits changements. Donc si jamais vous voulez faire les mêmes courses que moi, je pense que c'est intéressant que je vous mette à jour parce que sinon vous allez participer à des courses auxquelles je ne participe pas. Premièrement, en mai, je vous avais dit que je faisais la course de Venise-Jesolo. Au final, cette course a été annulée. Et d'après la légende, nous devrions être remboursés, ce qui serait une première mondiale pour une course Ironman. Cette course-là, je l'ai remplacée par une course beaucoup plus locale en France et pas moins intéressante, qui est le triathlon L de Lacanau. Et deuxièmement, j'ai rajouté une petite course un peu au dernier moment sur mon calendrier. C'est une course en juin, une semaine après le triathlon de Deauville, qui est le 70.3 de West Friesland. Ce qui veut dire que le M de Deauville, je vais y participer, mais plus pour prendre un peu le rythme, pour m'échauffer un petit peu pour la course qui aura lieu la semaine d'après. Lacanau et cette course en Hollande, West Friesland, sont des courses ultra plates. Donc pour mon ego, j'ai choisi de faire des courses où j'étais un peu plus en situation de force parce que à Vichy, je pense que je vais me faire détruire, simplement. Voilà, c'est tout pour les annonces, on peut commencer la vidéo. Yes, aujourd'hui on va parler récupération. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé récupération sur cette chaîne et en réalité c'est quasiment tout aussi important de l'entraînement. On s'entraîne beaucoup, voire même des dizaines d'heures par semaine et ça serait dommage de tout gâcher en ne faisant pas attention à sa récupération. Comme on dit, entraînement sans récupération, ça ne sert à rien. Comme on dit. Bon, il y a peut-être que moi qui dis ça, tu me diras ça, mais peut-être que moi qui dis ça. Bref. Alors, on va commencer par le plus gros sujet. Vous connaissez sûrement le triptyque de la récupération qui est sommeil, nutrition, hydratation. Alors, on va pas parler de nutrition et hydratation aujourd'hui. Je mange bien, je bois beaucoup. Voilà, ça fera l'affaire. Mais on va parler plutôt sommeil. Pour ceux qui regardent les vidéos depuis quelques années quand même, vous avez pu voir peut-être, parce que malgré moi je fais visiter mon appart à travers les vidéos, vous avez pu voir qu'il y a eu des petits changements. Quand on parle de sommeil, il y a en réalité deux choses primordiales pour lesquelles il faut faire attention. Premièrement, c'est le noir complet. Quand je dis noir complet, ça porte bien son nom, ça veut simplement dire que dans la pièce où on dort, il n'y a aucune source de lumière. Et pour ce faire, j'ai dû faire installer des petites portes sur mesure pour pouvoir fermer l'espace de nuit. Pendant des années, les deux pièces communiquaient sans fermeture, ce qui veut dire que la nuit, l'extérieur renvoyait beaucoup de lumière dans ma pièce où je dormais, ce qui fait que, en soi, on se rend pas compte qu'on dort mal puisque depuis que je suis tout petit, je dors avec de la lumière. Mais le jour où j'ai découvert le noir complet, ça a changé ma vie. Hein. Je suis devenu un autre homme avec le noir complet. Donc c'est pour ça que j'ai installé ces petites portes que je peux venir fermer la nuit, volet roulant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Oui, évidemment, parce que ça ne s'arrête pas là. Il y a plein de petites sources lumineuses. Par exemple, sur mes chargeurs, j'avais une petite LED, petit scotch dessus. Voilà, ce qui fait que maintenant, la nuit, il n'y a plus aucune lumière et je peux dormir tranquillement dans le noir. Personnellement, jusqu'à août de l'année dernière, ça me dérangeait absolument pas de dormir les rideaux ouverts. J'avais pas ces portes-là et depuis, ça faisait 26 ans, 25 ans que je dormais comme ça. Et depuis que je l'ai changé, il y a eu une nette amélioration sur la qualité du sommeil. Avant, ça m'arrivait souvent de me réveiller 5, 6, 7 fois dans la nuit. Maintenant, beaucoup moins. Ensuite, le noir complet, c'est pas tout. Il y a évidemment la qualité du lit. Avant, jusqu'à août dernier, donc jusqu'à ma préparation pour Tallinn, j'étais dans un vieux lit que j'avais depuis plus de 10 ans. Le truc, dès qu'on se retournait, ça grinçait la nuit, ça me réveillait tout le temps. Maintenant, là, on est passé sur de la Rolls. Là, on est passé sur du matelas. C'est simple. À chaque fois que je m'allonge dessus, j'ai l'impression d'être dans un 5 étoiles. Donc, noir complet, matelas confortable. Voilà, toutes les soirs, je mène juste ma meilleure vie.
Trop content d'aller dormir. Voilà, confortable. Alors me demandez pas la marque du matelas, puisque les matelas c'est assez personnel en réalité. Nous on en a testé 2, on a dû en renvoyer un qui nous correspondait pas du tout. On se réveillait voilà, avec petite contracture au dos, enfin un matelas qui ne correspond pas, ça se sent vite. Et depuis que tout ça a changé, ben, on dort comme des petits bébés, simplement. En vrai, ça serait mentir de dire que ça a révolutionné ma vie, que quand je m'entraîne, j'ai gagné 20 watts de FTP, que ça va beaucoup mieux. Non, ça serait mentir. Cependant, la grosse différence, une chose qui ne m'était pas arrivée depuis très très longtemps, maintenant ça m'arrive de faire des nuits où je ne me réveille jamais. C'est-à-dire que je me couche, il est 22h, je me réveille, il est 7h. Non, je me réveille jamais à 7h. Je me couche pas à 22h non plus. Bref, je me réveille, il est 8h. 8h ça passe. Ouais, non, 8h, t'es jamais debout à 8h. Ok, je me réveille le matin. Ça arrive. Pas d'horaire, comme ça on est tranquille. Ok. Ouais, je me réveille je me couche le soir, je me réveille le matin. Je me suis pas réveillé. Je me couche le soir. Attends, c'est pas possible. Maintenant ça m'arrive, je me couche le soir, je me réveille le matin et je passe la nuit mais sans me réveiller une seule fois. Voilà, ça ne m'était sûrement pas arrivé depuis 25 ans. Donc, eh bien, ce sont les changements principaux que j'ai fait autour d'un des piliers de la récupération qui est, je le répète, sommeil, nutrition, hydratation. Hydratation pour moi ça va. Je pense que pour ma récupération, ce qu'il faudrait peut-être améliorer encore, c'est le pilier de la nutrition, mais on en parlera une autre fois. Ou pas, exactement. Bah normalement là, je m'assure des bonnes petites nuits et des bonnes petites siestes jusqu'à Kona. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes séances en ce moment? Qu'est-ce que tu travailles? Sur quoi tu mets l'accent? Ouais, ça va être intéressant de faire un petit point sur les séances que je fais. Au moins, ça va permettre aux gens... alors déjà, les gens pourraient me suivre sur ce travail puisque je partage toutes mes séances, mais pour ceux qui n'auraient pas envie de creuser toutes les semaines et de voir le détail de chaque séance, là, on va faire un petit résumé. Là, à l'heure où sort cette vidéo, normalement, il doit rester 36 semaines avant Kona. On a déjà fait 10%, ça passe vite. Donc, qui dit qu'on est loin, dit qu'on n'est pas obligé de travailler des qualités très spécifiques et on peut justement en profiter pour varier les séances et faire des types d'intensité qu'on n'aurait pas l'occasion de faire proche de l'échéance, ce qui veut dire que là en course à pied, comme j'aime bien le faire en hiver, je viens de terminer un travail de vitesse sur fin d'année dernière et là je suis sur le 2e et dernier mois de travail de VMA en course à pied. Là pour le coup entre 2019 et 2020, c'est 2 années où les cycles sont à peu près similaires au même moment, donc c'est bien, en plus ça permet de pouvoir comparer un petit peu la progression et voir si d'année en année on arrive à faire des progrès. Ça augmente un petit peu, là je pense que j'ai gagné 5 secondes au kilo, ça peut paraître pas beaucoup, mais en réalité quand on arrive à des niveaux de performance intéressants, il faut aller se battre pour chaque seconde, quoi. Chaque seconde coûte cher, donc oui, on pourrait se dire, oh, 1 an pour gagner 5 secondes, mais si on gagne 5 secondes toutes les années, dans 3 ans, je suis un monstre. Hein. Là, tu as parlé de la course à pied au niveau vélo, t'en es où? Ouais, alors niveau vélo, pareil, j'ai mes petits classiques que j'aime bien, mais en même temps, si ça fonctionnait une première fois, ça serait dommage de tout changer. Il y a des petites améliorations à droite à gauche, mais là, en tout cas, je suis dans un cycle que j'ai aussi réalisé l'année dernière, il me semble, en hiver, étant donné que je ne sors pas en hiver dehors, je fais toutes mes sorties longues sur Home Trainer, je fais pas des sorties longues extrêmement longues, c'est-à-dire que ça va tourner aux alentours des 3 heures, et en parallèle, j'aime bien faire un cycle de seuil à vélo. Comme les intervalles sont longs, c'est-à-dire que sur un entraînement, on va vite tendre vers plus de 30 minutes de temps de maintien, en fait, au final, on conserve quand même une certaine qualité d'endurance qu'on n'aurait pas si on faisait que des sprints, que de la PMA, que des choses comme ça. Et en plus, en parallèle, ça m'a permis d'apprendre un petit peu vis-à-vis de l'année dernière. Il me semble que c'est une réflexion que j'avais faite, mais faire VMA en course à pied et PMA à vélo, je l'ai testé l'année dernière, c'était une erreur. Donc ouais, on évite de reproduire les mêmes erreurs et là on dissocie vraiment, ce qui permet en plus de conserver cette notion de variation dans la semaine. On varie, c'est ce que j'avais expliqué dans quelle vidéo ? Je sais même plus. Pour moi, la variation est un critère important de l'amélioration et de la performance, mais du coup, il faut varier dans toutes les échelles. À l'échelle d'une année, mais c'est aussi intéressant d'aller varier des intensités au niveau d'une semaine. Ok,
et enfin en natation, on garde le meilleur pour la fin. En natation, c'est là où en réalité il y a le plus de boulot à faire. Donc en fait, c'est là où ça progresse le plus vite. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, c'est le sport où je m'étais le moins investi. Donc c'est forcément là où j'étais le moins performant. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur Highway to Kona, j'étais à peu près 12 km semaine. Et là, depuis le 1er janvier, je suis passé de manière stricte 5 séances par semaine. Ce qui fait plus de 15 km par semaine. Et on voit énormément la différence. À la fois parce qu'il y a le kilométrage, le volume de toute façon, j'arrête pas de le répéter mais c'est important, le volume est un des critères les plus importants pour progresser, pas le seul mais c'est un des plus importants, donc déjà par le volume je progresse en natation, mais aussi par la régularité étant donné que c'est vraiment c'est un sport physiologique comme la course à pied, comme le vélo, mais c'est un sport avant tout technique et de sensation, et le fait d'aller dans l'eau tous les jours, sauf le samedi et le dimanche, ça apporte énormément de bienfaits, quoi. Souvent les conseils assez banals, c'est de dire en fait au lieu de nager une fois 3000, allez nager 2-3 fois 1500-2000 mètres. Rien que le fait d'avoir de la répétition, d'être dans l'eau, ça va vous apporter des sensations qui vont vous faire aller beaucoup plus vite parce que la sensation avant tout, quoi. On a parlé récupération avec le sommeil puisque pour moi c'est peut-être la chose la plus importante à mettre en place dans son quotidien, mais c'est pas tout. On a d'autres petits outils qu'on peut utiliser pour venir agrémenter, améliorer sa récupération. Vous aviez été nombreux, c'était sur l'épisode où on était à Tallinn où j'avais utilisé mes bottes de pressothérapie, par exemple à me demander si c'est vraiment révolutionnaire, si ça change vraiment quelque chose, à savoir que le prix de ces bottes, c'est sûrement le prix qu'on a payé pour refaire la chambre, changer de lit et mettre les portes. Pour moi, c'est très très bien. Alors là, ça fait longtemps que je les ai pas utilisées. Je les utilisais beaucoup juste avant Tallinn parce que j'avais très souvent les jambes très très lourdes et comme il fallait que j'enchaîne les entraînements, je les utilisais très souvent. Je les utilisais d'ailleurs pendant la sieste. C'est-à-dire que je faisais la sieste, je les mettais tranquille et puis je laissais dérouler la séance pendant 1 heure. Là, ça fait assez longtemps que je les ai pas utilisées. Bref, tout ça pour dire que au vu du prix, si j'étais vous, j'investirais plus dans un meilleur lit que j'investirais dans des bottes de pressothérapie. Ouais, en fait, c'est si vous avez tout et que vous avez de l'argent à plus savoir quoi en faire, parce que ça coûte quand même un certain prix, ça vaut le coup de les acheter, hein, mais c'est-à-dire que c'est vraiment une question de moyens. Si vous avez un budget limité, vous savez pas trop quoi acheter, alors là, mais c'est si loin dans votre liste que je ne les envisagerais même pas. Après, c'est une perception, toi tu l'as peut-être moins en sentiment de bénéfice. Moi, j'ai eu un avis totalement différent. Ah ouais ? Pour moi, ça c'est la vie, quoi. Ah ouais ? Mais peut-être est-ce que tu as les jambes souvent plus lourdes que moi, non ? J'ai les jambes souvent plus lourdes. Et franchement, moi, ça m'a changé. C'est-à-dire que mes semaines, après, je les enquillais beaucoup plus facilement si j'étais régulière dans l'utilisation. Comme quoi. Petit point technique d'ailleurs, ça va être intéressant. Pour ceux qui veulent acheter des bottes et qui veulent les partager, je sais pas si vous avez l'œil parce que franchement ça se joue pas à grand chose, mais Rebecca et moi on fait pas la même taille, vraiment quelques centimètres pas plus. Et pourtant on a la même taille de bottes. Pour ceux qui ont les Normatec, après je sais pas ce que vous utilisez, bref. Ce qu'on fait c'est juste que quand tu les utilises, tu désactives la dernière cellule, ce qui fait qu'en fait ta botte elle fait celle-là. On a pris des bottes à ma taille et toi tu désactives une cellule. Ce qui nous permet d'avoir qu'une seule paire de bottes et pourtant pouvoir l'utiliser tous les deux. Ça va toi ? Ça ne dérange pas ? Bonjour. Ça c'était pour les bottes. Deuxième petit outil que j'ai, le petit pistolet de massage. Pour la récupération, personnellement je m'en sers pas trop à vrai dire. Moi je m'en sers beaucoup en échauffement. C'est-à-dire qu'on connaît tous la petite séance de vélo, on a déjà les cuisses assez chargées parce que peut-être on a roulé, on a couru la veille, le jour même, qu'importe. Et en général, dans ces jours-là, dès l'échauffement, on sait que la séance va être assez dure. Je trouve que en échauffement, un petit coup de pistolet, ça permet d'éviter cette perception de la douleur un peu augmentée et ça permet de passer certaines séances un peu plus facilement. Voilà. Je sais que certains, ça leur sert beaucoup sur tout ce qui va être périostite, etc. Que ce soit les bottes, le pistolet, j'ai jamais eu un outil qui m'a permis d'enlever une douleur. Parce qu'il y en a souvent qui pensent que j'ai une douleur là, je vais me mettre un petit coup de pistolet là et puis ça va aller mieux. Pour certains ça peut fonctionner, hein, je dis pas, mais c'est pas miraculeux à ce point, quoi. Par exemple, j'ai développé beaucoup de tendance à avoir une sorte de petite fascite plantaire là. La balle de massage c'est très cool, hein, c'est-à-dire que ça va tout de suite beaucoup mieux, ça permet de respirer un petit peu, mais ce qui permet vraiment de lutter contre, moi ça a été des exercices de renforcement. Le massage, etc., ça agit sur la conséquence, on va dire, mais ça règle pas la cause. Ouais, pendant les premières années où je courais, j'avais énormément tendance à avoir des périostites.
J'avais beau me mettre des pistolets de massage, j'avais beau me masser, j'avais beau utiliser mon rouleau, faire ce que je voulais, ça partait pas. Avec les bons exercices, en quelques semaines, c'était parti, quoi. Pareil, douleur au genou qui m'a suivi pendant des mois et des mois en 2019. J'ai fait 1 milliard de trucs, ça n'a pas fonctionné. Les bons exercices en renforcement, c'est parti en l'espace de quelques semaines. Donc pour moi, la récupération, ça va pas être vraiment anti-blessure, ça va plus... En fait, quand je parle de récupération, c'est plus capacité à enchaîner des entraînements intenses et capacité à avoir et conserver un gros volume dans le temps. Je pense que c'est plutôt sur ça que ça va se jouer. Voilà, je pense que niveau récupération, on a fait un petit peu le tour. Ce que je vais faire, je vais venir vous poser des questions sur Instagram. Comme ça, si vous avez des questions supplémentaires auxquelles j'ai pas répondu ici, on va en profiter en fin de vidéo pour y apporter des réponses un peu plus précises. Quitte à faire un épisode, on parle de récupération, autant boucler le sujet. On se retrouve pour conclure ce 3e épisode de Highway to Kona. Comme promis, je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions vis-à-vis de la récupération et de tout ce qui peut être à côté du triathlon. Et comme vous avez été très sage en 2021, comme ça fait trop longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, et comme j'ai pas mal de temps devant moi puisque je suis en sortie longue sur Home Trainer, je vais en profiter pour répondre à pas mal de vos questions, beaucoup plus que d'habitude en tout cas. Sachez que ce setup est un test, une fois n'est pas coutume, vous inquiétez pas. J'ai vraiment envie de reprendre la publication des vidéos, mais comme j'ai manqué un peu de temps ces dernières semaines, j'essaie de mêler maintenant l'utile à l'agréable. On va commencer par toute une série de questions sur la récupération que vous m'avez posées. Vous avez été nombreux à me demander pour les bottes de pressothérapie, pour les pistolets de massage, mais ça j'y ai déjà répondu. Pareil, vous avez été nombreux à me demander si les étirements amélioraient la récupération. Sachez que j'ai fait une vidéo entièrement dédiée sur la chaîne YouTube de campus.coach. Je vous la mets en fiche juste ici, comme ça vous pourrez la voir plus tard. Et puis à tous ceux à qui je manque trop entre 2 vidéos sur cette chaîne, eh bien, sachez que je sors quelques vidéos sur cette chaîne là-bas. Ensuite, l'électrostimulation pour mieux récupérer. Personnellement, je ne me suis même pas intéressé à ce que disait la science sur l'électrostimulation, parce que pour moi, c'est vraiment pas un outil que j'apprécie. Les patchs sont très souvent mal mis, à moins d'avoir 2 ou 3 électrostimulateurs. Il n'y a jamais assez de patchs. Les pièces d'usure coûtent cher et personnellement, ça m'a jamais mieux fait récupérer. J'ai testé avec Bluetense, j'ai testé avec Compex, rien ne m'a convaincu. Ensuite, les compressions pour mieux récupérer. Intéressant ça. Je vous ai déjà dit à plusieurs répétitions que les compressions à l'effort n'avaient aucune preuve scientifique sur leur efficacité. Cependant, ce qui est intéressant, c'est les compressions au repos. Ce sont des chaussettes spécifiques qui ne sont pas utilisées sur l'effort et qui ont des compressions plus élevées que les compressions d'effort, justement. En réalité, c'est rien de plus que des bas de contention brandés sportifs. Et pour le coup, sur ces outils-là, tout le monde s'accorde plus ou moins à dire que eh bien ça fonctionne vraiment. C'est pour ça qu'on voit énormément de sportifs de haut niveau les mettre au quotidien, bien que ce soit pas une preuve en soi. Et ils ont une utilité encore plus accrue pendant les phases de transport, si jamais vous avez des longs voyages en voiture pour aller à vos courses, des longs voyages en avion pour aller à Kona, j'ai 24 heures de vol. Croyez-moi que je vais investir dans une paire de compression. Ensuite, est-ce que tout ce qui est matériel d'automassage aide à mieux récupérer? Donc là, on va parler du rouleau de massage, de la balle, peut-être même de la canne de massage pour certains. Ce qui est sûr, c'est que quand on développe une certaine expertise dans l'automassage, il y a des réels bénéfices, que ce soit pour les levées de tension, pour travailler sur les fascias, travailler sur la mobilité aussi. Il y a beaucoup de manières de travailler avec ces outils-là. Pour le coup, en plus en France, on a quand même un expert, Christophe Cario. Personnellement, j'utilise le rouleau de massage vraiment extrêmement ponctuellement. Et l'outil que j'utilise le plus, c'est les balles de massage. Pour tout ce qui va être levée de tension sur les voûtes plantaires, personnellement, ça marche bien. Mais comme je vous l'ai expliqué juste avant, je trouve que ça règle la conséquence. Mais en amont, il faut quand même travailler sur la cause avec un peu de renforcement. Ensuite, bain froid pour la récupération. Alors personnellement, non, je ne l'utilise pas. Cependant, je peux quand même vous donner 3 petits conseils qui, il me semble, font assez consensus. Premièrement, c'est un traitement auquel on s'accoutume, donc il faudrait plutôt le réserver à l'approche des compétitions. Si vous le faites à l'année, ça sera moins efficace quand vous le ferez. Deuxièmement, si vous faites de la cryothérapie, donc là on est vraiment sur du très froid, privilégiez le corps entier, c'est-à-dire des méthodes de cryothérapie où la tête est incluse. Et troisième et dernier conseil, si jamais vous faites des bains froids, peut-être qu'il y a des méthodologies différentes en fonction de ce qu'on cherche à faire. Cependant, selon des préparateurs physiques et en particulier Aurélien Broussel-Darval, l'eau froide de la douche suffit et est quasiment optimale, on est entre 10 et 15 degrés. Et il faut compter 1 minute d'immersion par degré, donc si votre eau est à 10 degrés, il faut rester 10 minutes dedans. Ensuite, est-ce que je vois un kiné pour la récupération? Fut un temps où j'en voyais un. Étant donné que le renforcement spécifique, je le fais chez moi en prévention des blessures, il n'y avait pas ce rôle-là, on faisait que de la thérapie manuelle. J'avais arrêté à la base au moment du Covid et au final, j'ai jamais repris. Si on regarde beaucoup de triathlètes de haut niveau, que ce soit Vincent Louis, Yann Frodeno, ils ont tous un masseur attitré et ils y vont pas mal de fois dans la semaine. Là, de toute façon, dans le moment présent, regardez, je suis en train de tourner une vidéo sur Home Trainer.
Donc croyez-moi, j'ai pas le temps d'aller voir le kiné. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de quasi tous les outils. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'en ai oublié certains. On va pouvoir passer à d'autres types de questions. Vous m'avez demandé combien de temps de récupération je préconisais entre 2 séances, que ce soit en bi-quotidien ou en tri-quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de préconisation concrète à ce sujet-là. Dépourvu de toute contrainte, j'aurais tendance à dire que plus vous laissez de temps entre 2 séances, mieux c'est. Cependant, d'un point de vue logistique, c'est pas toujours possible. Dans ces moments-là, si vous êtes en tri-quotidien, il y a très souvent 2 entraînements que vous allez plutôt rapprocher et le 3e que vous allez éloigner. La même chose, on pourrait parler du classement des séances dans la journée, toujours commencer par l'intensité et puis après finir par les basses intensités. Si vous avez 1 ou 2 séances dans les jambes, c'est beaucoup plus dur de venir finir votre intensité, ou alors c'est totalement bête, parce que soit ça veut dire que votre séance difficile va vous laisser plus de traces, si ce n'est pas physiquement, au moins nerveux parce que vous la ferez plus fatiguée. Ou alors ça veut dire que vous auriez pu faire une séance plus difficile. Simplement. Ensuite, pour rebondir sur cette question, quelqu'un m'a demandé le conseil que je pourrais donner pour justement bien récupérer entre ses entraînements sur un bi-quotidien. Mon conseil, c'est un conseil de mec qui travaille depuis chez lui toute la journée, c'est d'en faire le moins possible entre les séances. Je base ma vie sur un seul adage, c'est ne reste pas debout si tu peux être assis et ne reste pas assis si tu peux être allongé. Ensuite, vous m'avez demandé la durée de mes nuits, à quelle heure je m'endormais, à quelle heure je me levais et si jamais je faisais des siestes. Intrinsèquement, je suis plutôt quelqu'un qui se couche très tard et qui se lève très tard. Peut-être un leg de toutes mes années d'adolescence à jouer aux jeux vidéo jusqu'à 6h du mat. Très concrètement, je m'endors souvent, il est minuit. Si vraiment j'arrive à bien m'organiser, 23h, mais c'est très rare. Très souvent, je finis mes montages, et c'est le cas de cette vidéo-là, que j'ai commencé à monter à 2-3 heures du mat. Par contre, quoi qu'il arrive, je suis prêt à tout sacrifier pour avoir au moins 8 heures de sommeil. Et si jamais je n'arrive pas à les avoir, c'est le cas par exemple quand je vais nager à 6h30 du matin, eh bien je me réserve un créneau dans l'après-midi pour faire une belle sieste d'au moins 1h30. L'avantage quand on rentre chez soi à 8h30 et qu'on a déjà nagé 4500 mètres, c'est qu'il nous reste beaucoup de temps dans la journée pour faire beaucoup de choses, et y compris une sieste. Et ensuite, si jamais par bonheur, mais ça arrive plus très souvent en ce moment, j'ai l'occasion, la chance de pouvoir dormir 9-10 heures, je ne m'en prive absolument pas. On passe à une autre question. Utilises-tu des données factuelles pour ta récupération? Je pense que là, on parle en particulier de tout ce qui va être variabilité de la fréquence cardiaque, tout ce qui va être monitoring du sommeil, avec les calculs de phase en sommeil profond. Il faut savoir que je n'utilise rien de tout ça. Premièrement, à chaque fois que j'ai entendu des experts parler de la variabilité cardiaque, à chaque fois, ils mettent bien en avant que c'est une variable qui s'analyse sur le temps long. Analyser sa variabilité cardiaque au jour le jour, ça serait en réalité pas très pertinent. Pareil pour le sommeil profond. Personnellement, le seul moyen que j'aurais de pouvoir le mesurer, c'est grâce à ma montre, et la méthode de calcul est assez approximative, on va dire, pour être gentil avec Garmin. Au-delà de ça, c'est vrai que je suis extrêmement scientifique dans certaines démarches. Pour tout ce qui va être méthode d'entraînement, etc., j'aime beaucoup m'appuyer sur la science. Autant sur beaucoup d'aspects, je me dis que la science ne fait que rajouter de la complexité là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Le but, et particulièrement pour moi en tant qu'entraîneur, c'est pas de rajouter de la complexité pour rajouter de la complexité. C'est de réussir à acquérir le plus d'expertise possible pour réussir à faire le plus simplement possible. J'aime bien le dire, mais faire simple, c'est compliqué. Il y a des jours où je suis très fatigué, je le ressens. C'est-à-dire que je suis encore humain, en fait, je suis pas un robot, et je suis capable de percevoir quand mon corps est fatigué. Et j'ai pas besoin d'une métrix pour venir enfoncer le clou pour me dire « Ah bah oui, t'es bien fatigué, la séance aujourd'hui, elle va pas passer, mec. » Bref, je vais conclure cette question parce qu'on pourrait y passer du temps en disant que là où les métriques qui à la limite m'intéresse le plus, ça serait un suivi médical, c'est-à-dire des prises de sang, des tests endocriniens, parce que le sport c'est très bon pour la santé, tout le monde devrait en faire et 99,9% de la population n'en fait pas assez, mais c'est un effet en cloche. Et quand on s'entraîne beaucoup, et c'est mon cas, on commence à redescendre. Ça commence à devenir de moins en moins bon pour la santé, donc c'est important de se faire suivre. C'est peut-être ce que j'ai le plus laissé de côté jusqu'à aujourd'hui, et là où je m'en veux le plus, mais j'ai mes prescriptions sur mon bureau, il faut juste que je prenne un rendez-vous. C'est important. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis de suivre mon aventure jusqu'à Kona. Cette année est une année importante et je suis content que vous soyez à mes côtés. Donc d'ici la prochaine vidéo, entraînez-vous bien. À la prochaine.